Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Environ 1 millier de soldats français seront déployés en Centrafrique. Les troupes devraient partir pour une durée de 6 mois, selon le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. L'objectif, tenter de rétablir la sécurité et éviter un drame humanitaire dans un pays où règne la violence et le chaos. Hommage unanime à Lucien Neuwirth, père de la pilule, gaulliste historique et grand résistant. Son engagement, son parcours ont été salués à droite comme à gauche. Portrait et réaction dans ce journal. Le numéro 2 du transport français, Maury Ducrot, placé en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois afin de surmonter ses difficultés financières et de trouver un repreneur. Et pour défendre le droit des salariés, c'est l'avocat Thomas Hollande, fils du président, qui représente le comité d'entreprise. Les détails dans le tour de l'info. Enfin, vous pensez déjà peut-être aux fêtes de fin d'année et donc aux achats liés à cette période où notre portefeuille est beaucoup sollicité. Près de 4 Français sur 10 déclarent qu'ils vont rogner sur leurs dépenses de Noël. Mais qu'en est-il réellement? On fait le point ce soir sur notre pouvoir d'achat, les offres de la grande distribution et le coup de pouce ou pas du gouvernement. En cette période, c'est le grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Le risque de contagion est grand. La France s'inquiète des conséquences sur la région de l'insécurité qui règne en République centrafricaine. 1 millier de soldats tricolores devraient venir en appui des forces africaines pour tenter de rétablir la sécurité alors que l'implosion menace. On voit tout cela avec Monir Soussi. 8 mois après le coup d'État en Centrafrique, l'ONU se saisit du dossier et étudie la possibilité d'envoyer des casques bleus. Une mission pour sécuriser le pays en proie à une explosion des luttes confessionnelles depuis la chute du régime. Au printemps dernier, les rebelles de la Séléka, guidés par Michel Djodotia, ont renversé le président Bozizé et pris le pouvoir à Bangui. Des éléments de l'ex-rébellion à majorité musulmane devenus incontrôlables se sont livrés à des exactions sur la population, entraînant un cycle de représailles et la création de groupes chrétiens d'autodéfense. Paris, qui a milité pour l'adoption d'une résolution aux Nations Unies, prévoit d'envoyer 1 millier de soldats en soutien aux 400 militaires français déjà présents. La France, dans cette affaire, accompagnera une force africaine qui est déjà en cours de constitution, composée d'éléments militaires venus des pays voisins pour faire en sorte que ce massacre arrête. La force panafricaine présente en Centrafrique manque de moyens et peine à recruter les 3600 soldats nécessaires. Il faudrait, selon l'ONU, entre 6 et 9000 casques bleus pour rétablir l'ordre dans le pays, qui compte aujourd'hui 400 000 déplacés. Cette instabilité au cœur du continent inquiète la communauté internationale qui craint une contagion à des pays voisins comme le Tchad, les Soudans ou le Congo. Son nom restera inscrit à jamais dans la lutte pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Lucien Neuwirth, surnommé le père de la pilule, s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi. Homme politique, député puis sénateur, il s'était engagé dans la résistance à l'âge de 16 ans. Son portrait par Cécile Sixou. C'était en 2004, Lucien Neuwirth raconte comment pendant la guerre, il sort miraculé d'une exécution par les Allemands grâce à son porte-monnaie. J'avais plein de pièces et les pièces ont fait ricocher la balle dans l'épaule. Mais le coup que j'ai reçu, je suis tombé, quand on reçoit un coup de poing dans le cœur, on tombe. Je me suis évanoui et ils ont cru que j'étais mort. Rescapé parmi ses frères d'armes, tous sans vie, ce résistant de la première heure puise de cette expérience sa combativité. On n'a plus peur de rien, je sais pas. Oh ben là, ça, je n'ai pas la réputation d'avoir peur de quoi que ce soit. Mais... Des années plus tard, il le prouvera en s'engageant avec courage et souvent contre son propre camp pour la contraception. Une contraception qu'il découvre en Angleterre dans des expériences très personnelles. La première jeune anglaise que j'ai connue selon les Écritures, au moment où les choses devenaient sérieuses, elle m'a dit « Wait just a minute », attends un moment. Et elle m'a donné un petit comprimé qui était les comprimés spermicides. J'étais stupéfait. Je lui ai dit « Mais enfin, vous avez droit à ça en Angleterre ?» Il m'a dit « Oui, pourquoi en France ça n'existe pas ?» Je lui ai dit « Non, en France ça n'existe pas. » Il n'y a pas besoin de vous dire que quand je suis revenu en France, j'ai pensé qu'à ça. Devenu député, il réussit à convaincre le général de Gaulle d'inscrire son projet de loi à l'agenda. Alors, il y a eu un silence. Au bout d'un moment, il m'a dit « C'est vrai, donner la vie, c'est important.
Il faut que ce soit un acte lucide, continué. Un combat pour la liberté des femmes, gagné le 28 décembre 1967. Sa loi n'entrera en vigueur qu'en 1972. Devenu sénateur en 1984, il s'illustrera encore pour faire évoluer la société par deux textes, la loi sur la prise en charge de la douleur et celle des soins palliatifs. Et l'hommage a été unanime pour saluer l'engagement et le parcours de ce gaulliste historique. Le président de la République a rendu hommage à un homme, je cite, qui avait su s'affranchir de tous les conservatismes et qui a été un acteur déterminant dans l'évolution de la société française. Dans l'actualité, en ne briguant pas un second mandat, la maire Europe Écologie Les Verts de Montreuil, Dominique Voynet, a expliqué vouloir lancer un signal d'alerte sur le clientélisme pratiqué par ses rivaux. L'ancienne ministre espérait ainsi créer un électrochoc, mais son renoncement arrive au moment où sa réélection semblait d'ores et déjà compromise. Louis Sibylle. Pour les Verts, c'est un coup de tonnerre. Dominique Voynet ne brigue pas de second mandat à Montreuil et dénonce amer la dégradation de la vie politique dans sa ville. J'ai bien réfléchi et j'ai voulu envoyer un signal d'alerte, dire stop, ça ne peut plus continuer comme ça. Halte au feu, c'est violent, c'est insupportable, c'est grossier et ça contribue, je crois, à éloigner les Français de la politique. La conquête de ce bastion communiste avait été épique, mais dès sa remise d'écharpe de maire, les sifflets l'avaient accueilli. Mesdames, Messieurs. Essuyant des critiques sur sa gauche, son équipe s'affaiblit par les départs successifs de 12 membres de sa majorité municipale. Bien que mal parti pour remporter les municipales selon un sondage, Dominique Voynet se défend de toute désertion. Ses amis politiques saluent avant tout son courage. Elle a dit ce qu'elle pensait et je crois que se représenter aux élections devenait quelque chose d'insupportable pour elle. Dans 4 jours se tient le congrès des écologistes qui doit définir un nouveau secrétaire national. Montreuil est la seule ville de plus de 100 000 habitants détenue par les Verts. Mais l'annonce de Dominique Voynet ne semble faire bouger aucune ligne. Les sénateurs bottent en touche. Je pense qu'il ne faut pas forcément l'interpréter d'une façon négative. C'est d'abord une décision individuelle. Sa décision rebat totalement les cartes de la campagne de Montreuil. Le premier à pouvoir s'en réjouir, c'est le socialiste Razi Hamadi. Le député brigue l'hôtel de ville, mais ne pouvait jusque-là faire fi des alliances nationales et ne pas se ranger derrière les lieux écologistes. L'UMP tente d'organiser sa contre-offensive après le lancement des consultations sur la réforme fiscale. Pour les ténors de l'opposition, il s'agit d'une manœuvre politique. Le Premier ministre cherche désespérément à se remettre en selle, assure la droite qui exige une baisse des impôts comme préalable à tout dialogue avec le gouvernement. Les détails, c'est avec Paul Bouffard. Vous m'avez invité lundi prochain à Matignon, j'y serai, et j'ai bien compris que vous attendiez des propositions. Rendez-vous est pris. Les parlementaires UMP iront à Matignon. Depuis quelques heures, Jean-Marc Ayrault a ouvert le bal de la réforme fiscale. Après les partenaires sociaux, cette fois, le Premier ministre entend consulter députés et sénateurs de tous bords politiques. Vous serez dans une situation tout à fait intéressante, parce que vous n'aurez pas qu'à poser des questions, car c'est le sens de ma démarche. J'attends de vous que vous apportiez aussi des réponses à un grand chantier que j'ai lancé de la mise à plat de notre système fiscal. À la Haute Assemblée, en réunion de groupe UMP ce matin, on reste sceptique devant ce carton d'invitation. C'est une mesure de diversion, c'est bien évident. Ça a été annoncé au moment du congrès des maires. Ce que je redoute, c'est que des idées qui peuvent être bonnes dans leurs principes ne soient gâchées par ce jeu politicien. En tout cas, les sénateurs UMP ont déjà préparé leur doléance fiscale. Pour crédibiliser la baisse des impôts, il faut annoncer quelles sont les économies que l'État doit pouvoir faire. Donc ce que nous attendons du Premier ministre, c'est la liste des économies que l'État est capable de faire pour faire une réforme fiscale à la baisse. Autrement, ce sera une réforme à la hausse, ce que les Français refuseront. Selon un sondage IFOP,
Seulement 32% des Français pensent Jean-Marc Ayrault capable de mener à bien cette remise à plat fiscale. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année et au moment où le portefeuille va être beaucoup sollicité, eh bien on va faire un point ce soir sur notre pouvoir d'achat. Des récents sondages confirment une tendance à la baisse. Près de 4 Français sur 10 déclarent qu'ils vont rogner sur leurs dépenses pour les fêtes à venir. Alors la question se pose chaque année bien sûr, mais elle prend une dimension particulière au moment où l'exécutif a décidé de remettre à plat la fiscalité sur fond de crispation sociale. On en parle avec nos invités ce soir. Serge Papin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le PDG de l'enseigne Système U. Merci d'être avec nous. Avec nous également Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste de Paris, membre du courant Maintenant à gauche. En notre compagnie, Frédéric Michaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint au département Opinion à l'IFOP. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Serge Papin, d'abord, les habitudes d'achat évoluent. Quelles sont, dites-nous, les tendances que vous constatez dans vos enseignes? Que privilégient les consommateurs? Quels sont les rayons qui marchent en ce moment? Alors écoutez, c'est une tendance de fond, mais qui est partie déjà il y a un petit moment. On est dans une espèce, je sais pas, on pourrait qualifier ça de changement d'époque. Pour la nourriture, par exemple, le fait maison est préféré au prêt-à-manger. C'est-à-dire qu'au fond, on s'aperçoit que non seulement c'est moins cher d'acheter des produits bruts et de les passer à la cuisine, mais qu'en même temps on a du plaisir à le faire et que probablement les produits sont à ce moment-là issus de circuits courts, sont plutôt des produits locaux et qu'ils sont, comment dirais-je, favorables aussi et à la rémunération de l'agriculteur et surtout à la santé et à l'environnement. Donc il y a une espèce de synthèse comme ça qui correspond à l'ère du temps. Et ce mouvement-là, il est parti il y a 4 ou 5 ans, et il est en train de s'amplifier. Donc pour nous, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que c'est des produits qui créent plus de liens, ce qui nous oblige à professionnaliser les métiers, ce qui est d'ailleurs un paradoxe dans un pays qui compte beaucoup de chômeurs, parce qu'en même temps, on ne trouve plus, malheureusement, ces métiers, ce qu'on pourrait appeler ça les métiers de bouche, c'est les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les primeurs, cavistes, poissonniers. Il faudrait sans doute, j'en profite pour le dire, peut-être avoir vraiment un plan, alors à long terme, ça ne pourra pas se faire au claquement de doigts, pour redonner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers qui étaient souvent issus de l'échec scolaire, et qui sont des métiers maintenant bien rémunérés, dans lesquels on peut trouver du plaisir. Et il y a de très gros besoins dans ce domaine. Et vous êtes en demande. Peut-être une première réaction, c'est très important là. Écoutez, moi je trouve très positif ce mouvement. Il est positif parce que les gens se réapproprient le développement local, les circuits courts, je crois que c'est important. Deuxièmement, l'attention à la cuisine, c'est un art de vivre à la française, la cuisine. Et même si au début on cuisine fonctionnellement, on s'améliore de plus en plus à voir la qualité. Par contre, je suis très sensible à ce que vous dites sur les métiers. Je pense que de toute façon, nous avons besoin d'un effort considérable pour revaloriser certaines professions. Alors, il faut les revaloriser par le salaire. C'est vrai qu'on a eu des progrès. Il faut les revaloriser aussi pour la stabilité des carrières et puis l'image qu'on en donne. Alors je pense que vous avez raison, je pense qu'il faut un plan spécifique. Il ne faut pas rester, vous voyez, je pense que ça c'est aussi une chose dans le monde contemporain. Il faut qu'on ait des cibles à un moment donné, au lieu de dire il y a les métiers non pourvus. On dit voilà, on va mettre le paquet sur les métiers de bouche et là il faut mettre tout le monde, les régions, tout le monde en mouvement. C'est d'ailleurs, pardon, mais c'est d'ailleurs un espèce de paradoxe qu'aujourd'hui, vous savez, les deux, on est sur les deux bouts il faudrait tenir les deux bouts de l'omelette, si j'ose dire. C'est-à-dire à la fois la modernité, c'est-à-dire le digital, et tous ces métiers-là sont importants, et on sait combien il y a de besoins dans ce domaine. En même temps, les métiers de la tradition, ce qu'on pourrait appeler les métiers de proximité, on pourrait associer aussi les métiers de l'artisanat, y compris dans le bâtiment. Absolument. Mais les deux pôles ne sont pas incompatibles. Bien sûr que non. Tout ça doit pouvoir se conjuguer. Et c'est ça le changement. C'est votre défi aussi. Absolument. C'est tout à fait notre défi. Je reviens à la problématique du pouvoir d'achat. Frédéric Michaud, je parlais de sondage selon lequel près de 4 Français sur 10 déclarent qu'ils vont rogner sur leurs dépenses pour les fêtes de fin d'année. Par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il y a vraiment une évolution, un changement cette année ?
Cette année, pour les fêtes de fin d'année, de façon très spécifique, je crois qu'on a un budget moyen qui doit être aux alentours de 500 €, en léger recul de 1% par rapport à l'année dernière. L'année précédente était déjà elle-même en recul. Depuis l'éclatement de la crise économique, évidemment, on a une contraction du pouvoir d'achat, enfin tout ça est bien connu. Et puis en fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, particulièrement dans cette année, avec un ressenti d'une hausse de la fiscalité qui a été très fort. Oui. Cette année, justement, ces questions de budget attirent encore plus l'attention des Français. C'est la deuxième préoccupation des Français, la première préoccupation étant évidemment l'emploi. Tout ça est bien connu. Jean-Luc Rombaud, d'ailleurs, la question du pouvoir d'achat, elle est récurrente, mais là, ce que dit Frédéric Michaud, c'est un contexte particulier avec cette grogne fiscale et un gouvernement qui annonce vouloir remettre à plat la fiscalité. Donc il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes et puis il y a un contexte très lourd qui est tout simplement la crise. Et si on regarde, cette crise se caractérise par quoi? Par une cassure de la croissance, ce qui a provoqué un étranglement des recettes publiques, qui elle-même a provoqué une hausse considérable des impôts, puisqu'on sait que les impôts, et je me limite aux ménages, sur 2011, 2012, 2013, 2014, sur les ménages, il y a 35 milliards de hausse d'impôts. 35 milliards de hausse d'impôts, c'est un mois de consommation des ménages, étalé évidemment sur les 4 ans dont je viens de parler, mais c'est quand même un mois. Et si vous regardez par exemple les hausses d'impôts prévues pour 2014, rien que pour les ménages c'est 12,5 milliards, c'est une semaine de consommation des Français. C'est à peu près 3 semaines de consommation alimentaire. Ouais. C'est donc quelque chose d'important, d'extrêmement lourd. Et là-dessus, c'est greffé deux phénomènes, qui est l'évolution du chômage, 1 million de chômeurs de plus par rapport à 2008. Il faut savoir qu'un chômeur, l'indemnisation d'un chômeur, c'est 1 200 € par mois de moins qu'un salarié actif, plus la pression sur les salaires qui est liée au fait que les marges bénéficiaires des entreprises se sont contractées. Un effet de ciseaux. Et donc vous avez tout ça additionné, et on le voit dans les chiffres, avec le fait que la consommation, depuis maintenant plusieurs mois, soit augmente légèrement, soit stagne, soit baisse. Et donc, une situation assez compliquée. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on a deux aspects. On a cet aspect très lourd, et puis dans ce contexte, les gens qui essaient de s'adapter, notamment vous parliez de l'émergence du fait maison, c'est-à-dire, effectivement, on essaie de trouver une solution, et l'une des solutions que l'on peut trouver, c'est dans ces faits maison. Oui. Serge Papin. Oui, il y a un arbitrage, on le voit actuellement, les gens cherchent à consommer mieux plutôt que consommer plus. Donc je n'ai pas dit qu'il y avait une déconsommation, mais enfin quand même, nous, le panier moyen baisse, il y a une lente érosion dans l'alimentaire. En revanche, là où il y a un arbitrage drastique, c'est dans les produits d'équipement, dans les vêtements par exemple, sont des chutes vertigineuses, parce que les gens arbitrent. Il faut dire aussi que le budget d'alimentation au sens large est souvent une variable d'ajustement. Vous voyez ce que je veux dire? Puis en plus, on lui fait porter cette symbolique du pouvoir d'achat. Parce que dans un pays où malheureusement les salaires stagnent, je fais de reproche à personne, mais c'est comme ça, il faut bien, parce qu'il faut financer Internet, parce qu'il faut financer le téléphone portable, l'augmentation du logement, d'EDF. Bien sûr. 10%, on dit rien, EDF, tout va bien. Voilà. Et l'alimentaire, symboliquement, porte tout ça. Donc, c'est l'alimentaire, encore une fois, au sens large, dans tout ce qui est consommable. Donc, c'est en effet une variable d'ajustement. Alors, le constat est là. Marine-Noëlle Lienemann, est-ce que vous trouvez qu'on entend suffisamment parler dans la bouche du gouvernement de pouvoir d'achat? Non. Et je pense que d'ailleurs, quand on parle de fiscalité comme étant la question number one du pouvoir d'achat, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, quand on fait les sondages, je m'excuse, mais il y a la question fiscale qui recueille 13% de seulement de sujets, et les gens parlent du pouvoir d'achat, car dans leur tête, il y a des tas d'autres choses qui jouent sur le pouvoir d'achat. Il y a d'abord leur salaire. On a fait le choix, le gouvernement a fait le choix d'une politique assez alignée aux règles européennes, c'est-à-dire d'austérité et d'aucune relance par la consommation populaire. Donc on n'a eu ni des mesures d'aide, par exemple, on aurait pu, je donne souvent cet exemple parce qu'il est important, 300 000 personnes auraient droit au RSA et ils ne l'utilisent pas. On va même pas leur téléphoner pour leur dire vous y avez droit. Ces gens-là, ils auraient leur RSA, évidemment c'est de la dépense publique, mais ils consommeraient. Donc on aurait pu avoir une stratégie de ce côté-là. On aurait pu avoir une stratégie salariale. Il a encore proposé de ne pas donner de coup de pouce au SMIC, mais il n'en demeure pas moins qu'avec le CICE, on pourrait quand même penser. Mais vous entendez ce que dit le gouvernement? Il vous dit que le pouvoir d'achat viendra
par l'emploi, par la lutte contre le D'accord, mais il chômage. n'empêche qu'on ne l'a pas non plus. Donc pour l'instant, moi, ma thèse, elle est bien connue. Depuis le mois de février, je préconise un plan de relance avec une partie sur la croissance, une Ça vous partie fait sourire, Serge sur Papin, vous n'y croyez l'investissement. pas? Voilà. Non, parce que, enfin, on n'a pas les moyens. J'ai pas dit, Ouais. j'y croyais. Je pense que la croissance sera complètement différente. Et à chercher à toujours reproduire les modèles anciens. C'est pas du tout les modèles anciens. Pardon, non, je veux pas vous contredire dans ce que vous disiez. Il y a des parties de ce que vous dites où je suis d'accord, mais je pense qu'il faut en effet aller chercher une autre forme de croissance. Il faut changer les modes de consommation. Mais ça n'empêche que les salaires, ça n'empêche que donner 20 milliards, dont la moitié sont des entreprises qui ne sont pas dans la concurrence mondiale, sans qu'il y ait le moindre contrepartie en termes de salaire, de relance, ou alors on dit on annule la TVA, ou on essaie de négocier par branche des revalorisations. Mais alors, le problème, c'est qu'il aurait fallu, que le pacte de compétitivité soit, parce qu'il a été tourné vers l'emploi et l'investissement. Mais justement si vous prenez les emplois, par exemple, les emplois du commerce, c'est environ 800 000 emplois en France. Oui. Système U vous allez toucher le CICE. On va toucher le CICE. On va créer en 3 000 emplois, pas que 3 000 emplois. Alors après, non, mais pourquoi pas? Si c'est ça, mais moi ça ne me gêne pas. Que vous me dites, vous préférez créer des emplois, mais il y a des secteurs où on ne va pas créer de l'emploi avec le CICE. Moi, si le CICE touchait chez vous, CICE crédit d'impôt, il doit servir énormément à l'investissement et à l'emploi. Mais quelle garantie on a? Rien du tout. Voilà. Serge Papin vous dit création d'emplois en tous les cas pour son cas. Non, mais dans son cas, je veux bien l'admettre. Je préférais qu'il y ait un accord de branche et un accord avec les organisations syndicales qui disent comment ce CICE est bien utilisé dans l'esprit que vous l'indiquez. Je dis qu'en tout cas, dans ce pays, nous avons besoin d'une relance de la consommation populaire, non pas pour consommer n'importe comment, mais parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont besoin, vous parlez des artisans du bâtiment, et qui ont besoin d'avoir des carnets de commandes. Alors, et que c'est pas l'expérience qui va le faire. Les moyens de cette relance populaire? Alors, c'est un problème extrêmement compliqué dans un pays qui a un déficit commercial absolument considérable. C'est pas compliqué. S'il vous plaît, une seconde. Et donc, mais on peut imaginer, par exemple, vous allez bénéficier, vous, Monsieur Papin, du CICE. Oui, bien sûr. Comme toute entreprise, bien entendu. Il ne s'agit pas d'un avantage particulier. Est-ce qu'on peut imaginer que grâce à l'argent que vous donnez le CICE, vous ne répercutiez pas la hausse de la TVA sur les produits à partir de janvier? Est-ce qu'on peut imaginer un tel scénario? Voilà une bonne question. Alors, d'abord, parce que, vous savez, je trouve intéressant la pause fiscale qui est proposée par Jean-Marc Ayrault. Nous, on ne la voit pas, la pause fiscale. Non, mais attendez, en tous les cas, il a communiqué sur l'idée. Je pense que c'est une vraie... Pardon, réforme fiscale. Ah, voilà, la réforme fiscale. Excusez-moi, oui. Et qu'on soit... Pardon, il faudrait qu'on soit dans une sécurité fiscale, parce qu'on est dans une insécurité de ce point de vue-là. Je pense que c'est plutôt une réforme de début de mandat, mais qu'ils le mettent à mi-mandat, après tout, pourquoi pas. Mieux vaut tard que jamais. Parce qu'il y a besoin d'y voir clair dans ce domaine. Et si vous voulez, il y a actuellement... entre les tiroirs qui sont ouverts sur l'écotaxe, parce que vous savez que, juste par parenthèse, l'écotaxe qui a créé la bronca en Bretagne, la goutte qui a fait déborder le vase, mais ça va neutraliser une partie du CICE. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté, c'est un jeu à somme neutre. Revenons à la consommation, donc, pouvoir d'achat. Oui, non, mais vous me posiez la question sur la fiscalité. Donc, je vous réponds, il y a besoin de clarification. Et on va voir ce qui va être porté par cette réforme. Mais en effet, il faudrait réformer, y compris la fiscalité sur le travail, qui pèse en France. Frédéric Michaud, sans faire de sondage, on peut se douter que les Français sont en attente de mesures de redistribution du pouvoir d'achat. Et surtout, d'ailleurs, les catégories populaires qui ont largement contribué à la victoire de François Hollande. Absolument, et qui en bénéficient d'ores et déjà. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a besoin de clarification de la fiscalité sans doute, il y a besoin de lisibilité. Les Français ont besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Pour l'instant, les anticipations économiques sont très pessimistes en ce qui concerne leur propre emploi et en ce qui concerne également le pouvoir d'achat. On a le sentiment que son pouvoir d'achat va stagner, voire va encore baisser dans les années qui viennent. Et puis par ailleurs, d'une façon un petit peu plus macro, on a le sentiment aussi non seulement que la crise dure, mais qu'elle n'est pas
fini, voire que le pire est devant nous. Crise. Donc tout ça crée un univers quand même de perception très incertain pour les Français. Je suis d'accord avec vous, il faudrait même se préoccuper de protéger, parce que le problème, on est aujourd'hui en imaginant qu'une relance ou une croissance va venir. Moi, je suis beaucoup plus alarmiste que ça, dans mon métier, en tous les cas, pour ce que je connais. Je dis que le tissu de nos entreprises agroalimentaires, je parle des PME qui travaillent sur le territoire national, je ne parle pas des grandes entreprises internationales, est en train d'être fragilisé. Le secteur agricole avec lui, qu'il y a besoin de réformer la loi de modernisation de l'économie pour faire en sorte que le rapport de force, qui est la loi du plus fort aujourd'hui, et qui dirige les relations industrie-commerce, contre lequel je me bats, même en étant un peu seul, mais genre, pour le dire, vous le précisez au passage, on a bien compris. Oui. Et qu'il faudrait que les pouvoirs publics, et en particulier le ministère de l'économie, se préoccupent de réformer, parce que je pense qu'on va vers des catastrophes sur l'emploi. Catastrophes. Oui, je pèse mes mots. Sur ce secteur-là, et ce secteur-là est créateur d'emplois, c'est une pépite pour la France, c'est un savoir-faire, on a une vraie force sur le secteur agroalimentaire. Eh bien, je dis, Madame la sénatrice, que vous devriez vous interroger avec vos collègues sur l'idée d'amender cette loi qui, aujourd'hui, crée beaucoup plus de problèmes qu'elle amène de sérénité et de pérennité pour nos PME. Nous sommes un pays où nous ne favorisons pas les producteurs. Mais moi, je suis la réponse, en direct. Nous sommes un pays où on ne favorise pas suffisamment les producteurs par rapport aux intermédiaires. C'est clair. Alors, il y a la loi PME. Je rappelle quand même qu'une partie de nos difficultés de l'agroalimentaire sont liées au fait qu'on a laissé des règles européennes s'installer où les Allemands nous taillent des croupières avec des méthodes qui sont de concurrence faussée, vu les salaires qu'ils donnent. Et en tout cas, il faut se protéger par rapport à ça, il faut une stratégie. Moi, je voudrais quand même en revenir, certes, il y a les grandes dissertations, mais enfin, il y a aussi le pouvoir d'achat quotidien de nos concitoyens. Il y a des tas de gens qui sont... Mais alors, c'est même pas se projeter dans l'avenir, c'est pas possible. Ils sont borderline, ils arrivent même pas à aller au bout. Et je parle pas des très pauvres. Ceux-là, hélas, avant la crise, ils étaient déjà comme ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas, alors qu'ils ont un salaire, qui travaillent. Bon, pourquoi? Parce que, les charges fixes ne cessent d'augmenter et que c'est bien plus important que les impôts dans le pouvoir d'achat des gens, qu'en dépit des mesures qu'on prend sur le logement, le temps que la régulation, les prix du logement baissent, hélas, ça pèse très lourd, et que par ailleurs, il n'y a pas de politique salariale dans ce pays qui essaie de soutenir le pouvoir d'achat. Je ne dis pas qu'elle peut être homogène, je dis simplement qu'il y a des marges de manœuvre dans des secteurs entiers, tout n'est pas en perte de profit, il y a des tas d'endroits où on peut négocier correctement des hausses salariales. Et pendant ce temps, la problématique du pouvoir d'achat, elle est au cœur des discours politiques, quelle que soit bien évidemment d'ailleurs la couleur de l'exécutif. Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, se présenter en candidat du pouvoir d'achat. Et François Hollande, de son côté, martèle que le pouvoir d'achat, c'est d'abord l'emploi et la lutte contre le chômage. On voit tout cela avec Paul Bouffard et on en parle juste après. Regardez. Pouvoir d'achat, deux mots chers à nos présidents. Tous s'y réfèrent. Démagogie ou réalité politique. En 2007, Nicolas Sarkozy est le candidat du pouvoir d'achat. Il en devient quelques mois plus tard le président. Il n'y a pas un sentiment d'exaspération vis-à-vis du pouvoir d'achat. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Vous savez, les Français, ils n'attendent pas que je distribue les cadeaux de Père Noël alors qu'ils savent parfaitement bien qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. La seule façon de répondre à cette question, c'est de permettre aux gens de travailler plus et de gagner plus. Des slogans, chacun le sien. Du côté de François Hollande, pouvoir d'achat rime avec protection des classes moyennes. Je me refuse, avec le gouvernement, à une augmentation générale et indifférenciée des impôts sur les ménages, qui dégraderait leur pouvoir d'achat. Là encore, ceux qui ont le plus devront acquitter davantage. Sous la Ve République, le pouvoir d'achat a été et sera un acteur majeur des mandats présidentiels. Au final, parole de président, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Jean-Luc Gombault, c'est un problème récurrent, le pouvoir d'achat, les monnaies sonnantes et trébuchant dans notre portefeuille. Et ça se complique, parce qu'en fait, en 2012, c'est historique, première année de baisse du pouvoir d'achat depuis 1984. En 2013, le pouvoir d'achat aura également baissé, et en 2014,
le pouvoir d'achat va vers la baisse. On est sur quand même une baisse sur 2 années de 3% du pouvoir d'achat, et je ne compte pas même par unité de consommation, c'est-à-dire par tête d'habitant, la baisse est donc absolument réelle. Et effectivement, on entre peut-être dans un niveau de consommation différent, des réformes structurelles dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Papin et Mme Lindemann, mais on entre dans une période qui est peut-être nouvelle, qui est quand même une baisse sur 2-3 années du pouvoir d'achat. Frédéric Michaud, bon, baisse apparemment, c'est une réalité, elle est palpable, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes parfois autour du pouvoir d'achat, il y a aussi la peur de l'angoisse du déclassement, etc. Est-ce que tout cela n'amplifie pas ce sentiment justement de cette perception de la baisse du pouvoir d'achat? Si, bien sûr, et puis il y a aussi un climat médiatique. On parle beaucoup de ces questions-là qui participent des perceptions et de l'angoisse socio-économique. Évidemment, tout ça est très lié, mais là on voit quand même une convergence entre des indicateurs tangibles, concrets, et puis des perceptions, un ressenti, voire même un vécu, effectivement, de l'autre. Donc là, il y a quand même les perceptions et la réalité qui sont de plus en plus en phase. Alors regardez, dans ce contexte, on cherche à faire, et vous l'avez dit tout à l'heure, des économies. Près de la moitié des Français pratiquent désormais la revente d'objets, le troc, le covoiturage, les achats groupés, autant d'idées de consommation dites alternatives qui se développent de plus en plus. C'est un reportage de Flora Sauvage, regardez. Tu es de Saint-Malo aussi? De Dinan. Dinan. Lucien et sa femme rentrent chez eux à Saint-Malo après un week-end à Paris. Pour partager les frais, ils emmènent Thibaut et Estelle en covoiturage. Je fais ça parce que c'est intéressant, les rencontres, les contacts, les échanges qu'on peut avoir. Et puis ça partage le temps, ça permet d'avoir les distances qui sont raccourcies un petit peu. Pour Thibaut, l'avantage est avant tout économique. Ça coûte 2 fois moins cher que le train. On peut le prendre à la dernière minute. J'ai souvent pris la veille le covoiturage, j'en prends énormément parce que je viens souvent sur Paris pour voyager. Donc c'est bien pratique quand on n'a pas de voiture et peu de moyens. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les Français consomment autrement. Lorsqu'ils voyagent, beaucoup préfèrent le covoiturage au train. Donc aujourd'hui, c'est un vrai succès. C'est plus de 5 millions de membres sur l'Europe. Donc Blablacar s'est étendu dans une dizaine de pays. C'est un concept français qui est donc parti de chez nous et qui connaît un grand succès à l'étranger aujourd'hui, tout simplement parce que l'activité n'existe pas aujourd'hui dans les autres pays. C'est du bon sens, c'est partager ses ressources. Partager ses ressources, c'est ce que fait Agnès en recevant Daniel et sa femme. Bonjour. Bonjour madame. Moyennant 65 € la nuit, petit déjeuner inclus, elle reçoit ses hôtes dans la chambre de sa fille qui a quitté l'appartement familial. J'ai l'impression de voyager en restant chez moi, ce qui est assez rigolo. C'est quand même moins personnel que d'aller à l'hôtel. Et puis il y a le côté financier aussi, parce que c'est quand même un peu moins cher que l'hôtel. Aujourd'hui, des dizaines de start-up basées sur le partage comme Blablacar ou Airbnb bousculent des secteurs de l'économie traditionnelle. Pour cet économiste, c'est une vraie révolution. Ça génère une redéfinition de la façon de consommer, ça court-circuite les grandes entreprises, parce que c'était souvent des grandes entreprises traditionnelles, et donc ça change la façon dont les gens perçoivent la consommation, ça leur ouvre un nouveau champ de possibles. Donc c'est vraiment une révolution en matière de consommation. Et la notion d'échange et de partage se développe aussi dans l'alimentaire. D'ici à 2015, un supermarché coopératif va ouvrir ses portes à Paris. L'objectif, des prix attractifs, des produits bio et des consommateurs actifs, puisqu'ils devront travailler bénévolement dans ce supermarché pour avoir droit d'y faire leurs courses. Voilà pour ces nouvelles façons de consommer, nouvelles perceptions de la consommation. La révolution est en marche dans les systèmes U également? Oui, bien sûr. Je trouve que d'abord, il y a évidemment le problème du pouvoir d'achat, mais pas que. Je pense qu'on est dans des mentalités qui évoluent. Au fond, on pourrait dire que la valeur d'usage prend le pas sur la valeur de propriété. Tant mieux. Tant mieux. C'est qu'à Paris, par exemple, le nombre de voitures par habitant, c'est moins de 0,5. C'est moins d'une voiture par habitant à Paris. Et que Blablacar a transporté cet été, je crois que c'est 100 fois plus que le TGV, si on compte. Donc, mais c'est bien, nous, on loue des perceuses. C'est quel temps d'utilisation d'une perceuse? C'est un quart d'heure dans votre vie. Donc pourquoi pas louer? C'est intéressant, on loue aussi des petits véhicules. Donc voilà, il faut... c'est pas que... Il y a le pouvoir d'achat, mais aussi on se dit, après tout, le je consomme, donc j'existe, qui était des valeurs des années 70, est en train d'être dépassé. Je voulais dire quand même une chose pour répondre sur le pouvoir d'achat. Moi je trouve qu'il faut que l'on fasse un peu la différence entre le salaire et le revenu. Et je trouve qu'on devrait un peu se reposer ces questions. Le salaire, il est ce qu'il est. Il est jamais assez fort, mais il est ce qu'il est. Il y a des conventions collectives, des négociations, etc. Et je trouve qu'on devrait faire confiance aux entreprises, beaucoup plus,
pour leur laisser le soin, dans une forme de liberté. Qui ne leur fait pas confiance? Le dispositif. C'est large. Le dispositif. Allez, soyez moins langue de bois. Non, mais que la législation aujourd'hui, par exemple, sur le rapport à l'intéressement, qui devrait, moi je milite pour que l'ensemble des collaborateurs puissent avoir une part des résultats quand il y en a. Mais il faudrait simplifier tout ça. Il faudrait simplifier tout ça. Il faudrait, parce que c'est tellement encadré. Et si on faisait confiance aux entreprises sur le temps long, avec une explication aux collaborateurs que des choses peuvent être faites une année et pas de la même manière de l'autre, ça ramènerait du pouvoir d'achat. Confiance aux salariés aussi. Oui, mais aux entreprises aussi. Mais je suis d'accord. On connaît aussi la thèse. Il y a des entreprises qui vont avoir les marges de manœuvre, où le rapport de force va permettre aux salariés. Justement, il faut quitter le rapport de force. C'est un rapport collaboratif qui peut être instauré. Bien sûr, je suis coopérateuse aussi dans une coopérative, mais néanmoins, vous savez bien qu'il y a des divergences d'intérêts, parfois entre le capital et le travail, et qu'on ne peut pas faire comme si on était dans une société où spontanément l'intérêt général surgirait. Évidemment, heureusement, sinon on serait en guerre. Mais donc, on voit bien qu'on est... Non, mais vous voyez bien, cette thèse de il suffit de s'entendre, de bien, etc. J'observe quand même qu'il y a 20% des salariés français qui sont en travail, en travail à temps partiel et qui voudraient à temps plein. J'observe que la précarité ne cesse de s'accroître. Alors le dialogue social sympathique, mais quand vous êtes en CDD, vous n'avez pas la même discussion avec votre entreprise. Mais chacun quand fait vous un êtes pas, en CDI. peut-être c'est ce que vous non, dites. mais moi je ne suis pas pour l'opposition systématique. Je dis qu'il faut distinguer ce qui est du niveau du revenu, qui peut être amélioré par s'il y a une forme de confiance qui est faite aux entreprises sur le temps long, sur une forme comment dirais-je, d'assouplissement. Je pense au contrat d'intéressement. En quoi le salaire n'est pas la bonne méthode? Le salaire est une chose. Voilà, mais chacun a sa vision des choses. Oui, moi, je dis que c'est deux choses différentes. Je reviens. De distribution d'une part du revenu. Est-ce qu'il y a l'idée du salaire? Je trouve qu'aujourd'hui, en France, les salaires ne sont pas, pour une partie des métiers, à la hauteur de ce qui est nécessaire pour vivre. Et normalement, dans une société, on doit pouvoir vivre de son travail. Donc, il est fondamental que le... Jean-Louis Gombault, est-ce qu'on peut attendre quelque chose du gouvernement, parce qu'il y a aussi les élections intermédiaires qui approchent? Est-ce qu'on peut attendre un geste du gouvernement, un coup de pouce justement pour ce pouvoir d'achat? Ça me paraît difficile parce que, pour le moment en tout cas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir deux choses. C'est que la crise, évidemment, a des choses très brutales, très dures pour les gens, et en même temps, comme les gens s'adaptent à la situation, il y a des choses positives qui sortent. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le reportage. Absolument, c'est les gens se débrouillent. C'est pas seulement ils se débrouillent et ils se débrouillent. Et ils sont contents de le faire quand on voit ce reportage. Ils prennent du plaisir à ce covoiturage. Il y a une espèce de bonheur. Et puis de l'idée, je tire mon épingle du jeu, l'histoire de je roule les commerces traditionnels, je me démerde, etc. Tout ça, c'est très positif. Je me permets simplement de dire quand même, avec la hausse de la TVA qui va intervenir au 1er janvier, il y a 200 € qui vont être pris dans la poche des gens. 200 €. C'est pas négligeable. C'est pour ça que je reviens à ma question, Monsieur Papin. Est-ce que, votre avis, il y aura une répercussion sur les prix? Attendez, moi, si je vais être honnête, ça voudrait dire que s'il n'y a pas de répercussion, nous sommes des profiteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y aura des répercussions. Pourquoi c'est ou le consommateur ou le contribuable qui paye les hausses des taxes, d'accord, à long terme. Alors voilà, pourquoi ça veut dire que je gagne de l'argent pour les fêtes de fin d'année? Pour les fêtes, on n'a plus le temps. Tort de dire qu'il fait appel au patriotisme. Non, mais c'est pas du patriotisme. On approche des fêtes, s'il vous plaît, pour les fêtes de fin d'année. Dites-nous quels sont les produits habituels de fêtes sur lesquels vous allez faire des offres de prix. Dites-nous, le foie gras. Bien sûr, parce que les fêtes d'année, c'est un endroit... La dinde, vous dit Marie-Noël. Les fêtes de fin d'année sont pour les gens un endroit qui est sacralisé. Oui, tout à voilà. fait. Il y a une espèce de consommation consolatoire, si je puis dire, à ce climat ambiant. Et les gens aiment bien se retrouver en famille ou entre amis. Et ils vont manger des plats traditionnels, comme chaque année, qui seront, comme ceux que vous venez de parler, le foie gras, la dinde, pour rassurer Marie-Noël. Et ils vont surtout
au-delà de ce qu'ils vont manger, ce qui est important, c'est qu'ils vont se retrouver et créer du lien. Et le commerce, vous savez ce que c'est? C'est du lien. Être de bon commerce. C'est un beau slogan, ça, pour les STME. Créer du lien. Un mot pour dire, le sondage montre qu'il y aura une baisse de la consommation à Noël, globale, mais pas sur l'alimentaire. Pas sur l'alimentaire, exactement. Il faut dire qu'on offre des tas de jouets inutiles à nos enfants, souvent. Oh non, mais ça leur fait plaisir. Soyez pas rabat-joie. On peut faire des jouets en bois fabriqués en France. Oui, ça c'est absolument. Acheter des jouets français. Je ne vais pas donner les marques, mais il y en a. Mais souvent, ils jouent. D'ailleurs, c'est toute la thématique du Made in France qui marche fort. Exactement, il y a des très beaux jouets français et il faut acheter des jouets français. On en trouve aussi dans vos enseignes, dans vos magasins. Bien sûr, si vous voulez acheter, vous les privilégiez. Les petits morceaux de bois Capla, c'est fait en France. C'est pas comme le iPad, mais ça intéresse autant les enfants que le iPad, je peux vous le dire. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. La suite est du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé Agathe Pekasta. La ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé une revalorisation du minimum vieillesse et de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Deux mesures importantes qui tombent à pic. Le projet de loi réformant les retraites vient d'être voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Le minimum vieillesse sera exceptionnellement revalorisé à 2 reprises en 2014 par rapport à l'inflation. Pour les plus de 60 ans, l'aide à la complémentaire santé sera augmentée d'une 50aine d'euros. Une audience de la dernière chance. Le volailler Doux a présenté son plan de continuation devant le tribunal de commerce de Quimper. En redressement judiciaire depuis juin 2012, le groupe espère notamment que la justice validera les candidats à l'entrée à son capital. L'avenir des 2100 salariés concernés dépend de cette décision. On est confiant parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 solutions. Ou le groupe Doux sort du redressement judiciaire, ou on va à la liquidation du groupe Doux. Autre décision importante, le sort du numéro 2 du transport français. Maury Ducrot a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise. Devant le palais de justice, la grogne des salariés se fait entendre. Plus de 5000 personnes craignent des suppressions d'emplois massives. Pour les représenter, un avocat de choix, Thomas Hollande. Quand j'étais à l'école, j'étais harcelée. J'avais peur, je me sentais seule. J'aurais voulu qu'on prenne ma défense. Un clip choc contre le harcèlement scolaire. Aux côtés de la chanteuse Chimène Badi, le ministre de l'Éducation Vincent Peillon a lancé une nouvelle campagne contre les violences à l'école. À l'heure des réseaux sociaux, il cible entre autres la lutte contre le cyberharcèlement. En France, 40% des élèves disent avoir été victimes d'une agression ou méchanceté en ligne. Et le dessin du jour est signé Plantu pour le journal Le Monde. Le dessinateur se moque de l'écolier François Hollande, victime de harcèlement sur ses sondages en berne. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Environ 1 millier de soldats français seront déployés en Centrafrique. Les troupes devraient partir pour une durée de 6 mois. Selon le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'objectif, tenter de rétablir la sécurité et éviter un drame humanitaire dans un pays où règne l'insécurité et la violence. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Tout de suite, l'émission Preuve par 3. L'invité, c'est le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Belle et agréable soirée. À vous, à demain, avec plaisir, bien sûr.